Sunday Night Production. Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, où pour cet épisode spécial en direct d'Annemasse, nous allons parler de l'étape du Tour. Nous avons aujourd'hui un programme de qualité pour cette fête du vélo. Nous allons accueillir Grégoire et Antoine, la tête dans le guidon. Nous allons échanger avec Aurélie Poinard de la team Hutchinson, qui va nous parler de son parcours inspirant, mais également du cyclisme féminin. Et puis nous allons terminer avec trois champions d'exception, mais qui font également du vélo. Martin Fourcade, Antonin Guigonard et Émilien Jacquelin. C'est parti! Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste où aujourd'hui nous sommes sur l'étape du Tour et je ne suis pas seul pour lancer ce podcast, cet épisode, je suis avec la tête dans le guidon. Alors est-ce qu'on vous présente? Je ne sais plus du coup. Bah ouais, je pense qu'on peut nous présenter. Alors tout le monde vous connaît, alors allez-y, je vous laisse vous présenter. Eh ben salut Arnaud, donc Grégoire et Antoine de la tête dans le guidon et on va parler un peu de l'étape du Tour aujourd'hui. Alors l'étape du Tour et je crois que demain vous êtes sur les vélos. Demain on est sur les vélos, c'est Eurosport qui nous envoie un peu au casse-pipe pour reconnaître l'étape du Tour de France et à la fois voir ce qu'on donne sur une vraie course. On vient de croiser Bastien Tronchon qui est pro chez AG2R, je pense qu'on va prendre une leçon de vélo. Donc c'est un test en fait, c'est ça? C'est un test demain pour vous, pour votre future carrière professionnelle? C'est dès qu'il y a du sale boulot, c'est nous qui y allons. Ouais, je pense que si demain soir le téléphone sonne pas, c'est qu'on n'a pas validé le test. Bon, en tout cas on est sur cette étape du Tour, hein. C'est vrai que vivre le mythe de la grande boucle sur les mêmes routes, dans les mêmes conditions que les cyclistes professionnels du Tour de France, c'est la promesse que tient l'étape du Tour depuis 1993. C'est un véritable succès pour cette 30e édition. 16 000 inscrits, donc 92 nationalités, 30% d'étrangers inscrits, 45% des participants participent à leur première étape du Tour. Est-ce que c'est votre première étape du Tour, vous, demain? On fait partie des 45%. Vous faites partie des 45%? Et plus que ça, c'est notre première cyclo-sportive même. Première cyclo-sportive. Non, moi j'en avais fait une en Colombie aussi avec un peu de montagne, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir comme organisation. L'étape du Tour c'est assez fantastique, comme tu l'expliquais Arnaud. Alors c'est vrai que vous avez suivi le départ du Tour, hein, on l'a vu, là vous êtes sur le village vous êtes sur le village de l'étape, vous êtes arrivé déjà depuis hier, vous avez un petit peu été voir des partenaires, discuté un petit peu avec les cyclistes. Comment ça se passe pour vous sur ce village? L'ambiance sur un village, dans tous les cas, quand on se retrouve comme ça sur un gros événement de vélo, bah ça passe effectivement d'aller voir beaucoup de salons, enfin beaucoup d'exposants, on va parler avec les gens. Y a pas mal de gens qui nous reconnaissent, qui veulent nous croiser demain sur la route, donc je pense qu'on va les déposer, hein, bien sûr, Antoine. C'est ça, ouais, et puis on croise aussi pas mal d'anciens amis ou de personnes avec qui on a déjà parlé, déjà travaillé, déjà collaboré. C'est sympa, c'est un peu la fête du vélo, rencontrer les partenaires, et à la fin, on fait tous du vélo, on a tous la même passion, donc c'est cool de se voir et de parler. Clairement. Ça représente quoi le Tour de France pour vous? C'est le Tour de France. Non mais j'ai un souvenir, Antoine. L'attaque de Pierre Roland. Attaque de Pierre Roland. Attaque de Pierre Roland. Qu'on a eu la chance de recevoir sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, un super podcast que je vous invite à écouter. Mais c'est vrai que ce fameux slogan maintenant, Attaque de Pierre Roland, mythique. D'ailleurs, on a rencontré Pierre Roland sur le départ du Tour de France. Là, on était sur le départ du Tour de France. Et on lui a proposé de venir rouler avec nous dans les Alpes et il a trouvé une excuse, j'ai pas mon vélo. Donc Pierre, je sais qu'il va écouter ce podcast et on te retient. Nous, on t'attend sur la route. Non mais le Tour de France, moi quand on me dit Tour de France, je sais pas toi Antoine, mais je vois les longues après-midi d'été chez Papy et Mamie avec la piscine derrière et le bruit le Tour de France juste en fond derrière, tu vois. Et la passion elle part de là. Et à la fin de l'étape, prendre son vélo pour aller rouler 1h30 à bloc et voir que bon, c'est des monstres juste physiquement quoi. C'est ça, ouais. Ouais, ça rappelle aussi les épopées des Français avec des maillots à pois, je pense à Barguil, à Alaphilippe. Et bon, cette année, on n'a pas encore eu de Français en maillot à pois, mais on a eu une belle victoire. Très belle victoire. De Victor Lafay, qu'on a vécu nous en direct sur la ligne. Et on est assez proche de l'équipe Cofidis, c'était très émouvant. D'ailleurs, sur la ligne, on a même appris à Anthony Pérez sa victoire. Et pour moi, c'est ça, bon, aujourd'hui, on sait qu'il y a. C'est l'émotion. Ouais, il y a Vingegaard, Pogacar qui atomise le Tour, mais derrière, il y a tous ces cyclistes qui sont des enfants comme nous et qui ont rêvé de faire le Tour. Et quand ils gagnent, c'est fantastique, quoi. Alors c'est vrai que vous qui suivez l'actualité tous les lundis avec un rendez-vous full gage justement dans la tête d'un cycliste, c'est qui vos favoris aujourd'hui? Quel coureur, ou alors c'est deux questions en une, mais quel coureur vous impressionne le plus? Pour en revenir à la première question, d'un point de vue des favoris, je préfère parler des outsiders parce qu'aujourd'hui les favoris on les connaît, c'est Pogacar et Vingegaard et c'est les deux qui nous impressionnent le plus
et qui Pour impressionne tout pour le vous, monde. le tour aujourd'hui, c'est eux deux. Ça va jouer entre deux. Mais Il y a eux et les autres, et il n'y a pas besoin de. Même les coureurs le disent, pour discuter avec des coureurs sur les paddocks, c'est de toute façon ne pas essayer. Rien que la première étape là, à Bilbao ou dans la côte de Pike, Victor Lafay, il arrive je à crois. suivre les deux coureurs, Vingegaard et Pogacar, et il les contre. Le lendemain, on allait voir le staff de la Cofidis. Victor n'avait pas encore gagné. Pour eux, c'était déjà une victoire d'avoir vu Victor à la télé contrer Tadej Pogacar et Vingegaard, la bouche fermée. On en est à ce niveau-là, quoi. Quand Bardet bascule en haut du Tourmalet, il fait ouais, je bascule troisième en haut du Tourmalet. C'est pas je bascule premier, c'est déjà fantastique. Et hier, j'ai écouté une interview de Marc Maggio, le manager général de la Groupama FDJ, qui disait on le savait de toute façon, il y a ces deux monstres qui sont devant et il y a le reste, mais on a une belle bataille pour la troisième place avec deux Français bien placés dans la course, David Gaudu et Romain Bardet, et c'est cool, et on va avoir aussi une belle bataille pour le maillot à poids. On a vu Paoles de l'AIF aller jouer les points. Voilà, moi la seule chose qui me déçoit, c'est qu'aujourd'hui il y a de moins en moins de coureurs qui sont prêts à aller dans les échappées. Parce que c'est ça aussi le Tour de France en fait. Ouais. Quand on en revient, quand tu Ouais, nous as c'est posé la les- question tout c'est à l'heure, les échappés, effectivement, l'eau court. nous on a grandi avec eux, les Johan Ofredo quoi, qui étaient devant, qui savaient qu'ils allaient rien faire. Le et qui panache. allaient- ouais, Le panache, ouais. panache Et à vous la trouvez, française. vous trouvez que ça manque aujourd'hui dans les pelotons, ou en tout cas les coureurs n'osent pas parce qu'ils se disent que c'est couru d'avance quelque part C'est et pas qu'il y a les ces courses. deux-là qui vont les rattraper et qui vont gagner. Sur les étapes de plaine, il y a aussi les équipes de sprinters où là où Pogacar et Vingegaard surdominent sur l'étape de montagne, on a des sprinters comme Philipsen. Alors juste pour remettre en contexte, Philipsen aujourd'hui c'est le meilleur sprinter du monde déjà de base, et il est lancé par Van Der Poel. Ouais, Van Der qui est le Poel. meilleur poisson pilote du monde. Clairement. Qui même avant d'être le meilleur position pilote Mais pour être dans le top 3 tous les jours. Et pour en revenir juste aux échappées rapidement, c'est pas les coureurs qui n'ont pas envie d'aller en échappée. Tous les coureurs ont envie de se mettre devant et d'aller rouler, mettre des watts comme ça gratuitement dans l'air juste Ouais. pour montrer le maillot, être acclamé, que tout le monde les reconnaisse. C'est le rêve de tout enfant qui fait du vélo. Le problème, c'est les directeurs sportifs dans les oreillettes. Hier, Mathieu Burgodeau, il s'est relevé parce que son directeur sportif lui a dit exact. tu vas économiser Il y a économiser 3 l'énergie. coureurs qui se sont relevés, je crois. Ils C'est sont ça. sortis à 4. Ça, Il n'y a que le coureur français qui a continué de l'Arkea. Simon, ouais. Et les 3 autres ont eu la consigne dans l'oreillette, effectivement, de se relever. J'imagine le niveau de frustration. Mathieu s'est fait interviewer à la moto de Philippe Gilbert, et il a dit à Philippe Gilbert moi je voulais y aller, mais c'est mon directeur sportif, il lui a dit vas-y pas, parce qu'on sait que tu n'as aucune chance. Alors oui, c'est une échappée publicitaire aujourd'hui, mais le problème c'est que le Tour, de par les attaques de Pogacar pas et bon fait. Vingegaard, est devenu tellement dur le Tour. C'est qu'une étape de plaine, repose-toi mon gars, parce que demain il y a les deux, ils vont foutre le feu, et si ça se trouve tu finis pas quoi. Ouais, c'est du cyclisme Total. nouvelle génération, Ouais. c'est dommage, c'est dommage. Bon, revenons à ce qui nous concerne, l'étape du Tour. Je vois que vous avez déplié le papier, juste la carte sous vos yeux. Puis ce qui est très intéressant aussi, c'est que dans quelques jours, les professionnels vont passer. Et là, sur les, Et là- sur et là, les tu vas applications, comparer. ça va aller voir. Oh oui, waouh, 1h30 ils m'ont mis quand même. Et là, en 12 kilomètres. tu compares les temps. Chez les professionnels, pour vous, ce type d'étape, c'est pour quel coureur? S'il y avait un pronostic à faire. Et moi, je pense que en vue du profil du Tour de France et de l'étape du Grand Colombier avant et du lendemain, je crois que ça finit à Saint-Gervais-au-Mont-Blanc, encore une arrivée au sommet, je me dis que c'est peut-être l'étape dans les Alpes que que Pogacar et Jonas Vont laisser un peu filer. vont laisser un peu filer. Et là, on pourra S'il laisse penser- filer quelque chose. s'il laisse filer quelque chose. Et là, on pourra penser à, imaginons, un Romain Bardet qui a perdu du temps, pourquoi pas, très bon descendeur, mais on pense forcément à Tom Pidcock. Tom Pidcock qui, pour le moment, s'accroche au classement général, mais qui, à mon avis, risque de perdre du temps rapidement dans les grosses ascensions, les forts pourcentages. Est-ce que ce serait une étape pour lui pour réitérer son exploit de l'Alpe d'Huez De l'année passée. Ouais. Moi, Et pour toi? ça me fait penser un peu à l'étape que Van Aert il avait gagné quand il y avait la double ascension du Ventoux. Il y avait avec une arrivée en descente et c'était Van Aert qui avait Ne me parle gagné. plus de Van Aert. Je me dis, parce qu'on est en train de discuter, on en discutait un petit peu avant pour vous dire, et là ça a cogité pour vous dire, mais Moi, je suis un peu en phase avec vous. C'est-à-dire que je ne vois pas un Pogacar ou un Vingegaard gagner cette étape parce que ce n'est pas une arrivée au sommet. Donc, même s'ils se font la guerre dans l'ascension, avant, ils auront laissé partir quand même quelques coureurs qui, eux, ont totalement les capacités pour absorber ces cols et puis aller chercher une victoire. Puis il y a des grosses étapes aussi pour les équipiers de Jonas complètement. Vingegaard et Pogacar qui auront peut-être envie de dire ok, aujourd'hui on va faire moins de travail parce que quelques jours plus tard il y a l'étape du col de la Lose avec 5000 de dénivelé positif et là va falloir avoir des soldats pour rouler. Je réfléchissais, j'ai mon favori, moi je l'ai, et c'est pas une grosse côte, mais c'est quelqu'un qui est moins connu du grand public, ça va être Mathias Kelmogeux pour la Lidl Trek, qui a perdu du temps,
qui a fait un très 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 bon début de saison, qui Il a grimpe gagné le très Tour de très bien, Suisse, hein. qui gagne le Tour de Exact. Suisse, qui gagne l'étoile de Bessèges. Et je me dis, bon, c'est pas le meilleur descendeur, mais il peut très bien arriver en haut de Jouplan tout seul. Hein. Et chez les pros, une minute en haut, ça suffira. Hein. Et chez les Français, Guillaume Martin. Le problème, c'est la descente. Non, Guillaume, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Mais le problème de Guillaume, c'est qu'il va falloir qu'il arrive tout seul. Parce que ça arrive en sprint, et s'ils arrivent à 2, il fera C'est 3. compliqué. Si ça arrive à 2, il fera 3. Non, mais il le sait. Nous, Guillaume, on a aussi l'occasion de le côtoyer. C'est un très très grand champion qui réalise des prouesses exceptionnelles et qui dit que, en fait, Très conscient de sa valeur. voilà, il dit physiquement, c'est qu'à un moment, je peux pas suivre les meilleurs. Il en est conscient, comme tout le monde avec Bien sûr, Pogacar bien et sûr, Vingegaard. ouais. Hein. Et du coup, il le sait aussi que pour gagner une étape, il faudra qu'il arrive seul, donc il faudra qu'il gagne les autres Ouais, meilleurs. faudra Et tu arrives sur la compétition, c'est le Tour de France, tu as tout le monde qui est à 100%. C'est leur étape du Tour, le Tour de France. Tout le monde arrive à 100%, c'est l'objectif de l'année. Tout le monde veut gagner sur le Tour de France. Toute l'année, le vélo, personne ne regarde. C'est anonyme. Tour Voilà, de France, tu connais. La Hier, série Netflix a permis de voir en inside C'est génial, c'est énormément de choses. c'est ça, voilà. Donc Guillaume, oui, c'est possible. Mais il faudra qu'il ait perdu du temps avant et qu'il se débarrasse de tous les autres dans la montée. Est-ce qu'il arrivera à se débarrasser d'un Ciccone qui n'a pas fait d'effort, d'un Mathias Kelmogeux, d'un Tom Pidcock qui s'est reposé suite à avoir perdu du temps? Je dis n'importe quoi. Le truc, c'est que Guillaume, il arrive pas à lâcher le classement général. Il arrive pas à se Il aime dire trop. aujourd'hui, je me relève. lâche le classement pour Voilà, et lui, c'est tout le temps. la régularité au en fait. bout. Oui, mais alors voilà, mais Guillaume Martin, c'est un exemple de régularité. Enfin, ceux qui regardent le Tour de France que pendant l'été, toute l'année, Guillaume Martin est dans le top 10 tout le temps. Ouais. Et Ouais, Mais il a fait plusieurs fois le coup aussi, effectivement, de perdre beaucoup de temps et puis de prendre une échappée fleuve Oui. et de se repositionner dans le top 5. Mais je crois qu'il a seulement, 2 victoires professionnelles. Parce qu'effectivement, pour lui, alors c'est vrai que le cyclisme sur route, c'est vraiment des capacités de plus en plus typées. D'ailleurs, pour passer professionnel aujourd'hui, être complet, c'est pas forcément la bonne carte. Mieux vaut être bon au sprint, bon en montée, une capacité, bon rouleur. Et Guillaume, il est très bon grimpeur. Mais par contre, au sprint, c'est une faire repasser. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire afin de clôturer cet épisode ensemble? Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'étape du Tour? Quel est votre avis sur ça? c'est incroyable, c'est la seule. C'est une vraie réussite, hein. Bah, Depuis 30 ans. C'est pas à nous de leur dire comment ils font leur travail. C'est incroyable. Ça fait plus de 30 ans que t'expliquais que ça existe. C'est le moment de l'année où tous les gars, que ce soit celui qui prend son vélo le matin pour aller au travail jusqu'à celui qui va faire ses courses en FFC pour essayer de passer professionnel, ils vont tous se retrouver sur la même route qui sera fermée pour que eux ils passent seuls Dans à les mêmes vélo conditions. dans les plus beaux paysages du Tour de France et pour aller se comparer sur la même route que les professionnels. Je crois pas que ça arrive très souvent dans l'année. Non, moi j'ai 2 mots. C'est une aventure, le dépassement de soi, 3 mots du coup. Et surtout la fête du vélo. Dépassement de soi. C'était une phrase en fait, désolé. Non, mais c'est la fête du vélo, comme l'a dit Grégoire, c'est la fête du vélo avec l'événement mondial du cyclisme, le Tour de France, qui permet aux amateurs de le vivre et du coup de rassembler toute la communauté cycliste du monde, parce que du monde entier. C'est ça, tout à fait. Bon, en tout cas, un grand merci pour ce partage. On va suivre, bien évidemment, vos résultats également, puisque vous êtes sur le vélo. Donc, je vous invite. Commencez par la fin. En tout cas, un grand merci. Et puis, plein de bonnes choses. Profitez, voilà, profitez. Faites-nous vivre en inside ce que vous allez voir, ce que vous allez faire, les gens que vous allez rencontrer. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Arnaud, à Merci bientôt. beaucoup Arnaud, à bientôt. Un grand merci à vous. On se retrouve dans quelques minutes avec Aurélie Poinard du team Hutchinson qui va nous raconter son expérience, son parcours et comment est-ce qu'elle appréhende l'étape du Tour. Et puis ensuite, nous allons retrouver 3 champions, 3 biathlètes qui vont également nous partager leur expérience sur le vélo, comment ils ont mis du cyclisme dans leur quotidien. C'est Martin Fourcade, Antonin Guigonard et Émilien Jacquelin. Bonjour Aurélie. Bonjour Arnaud. Ravi de te rencontrer dans le cadre de l'étape du Tour. On est confortablement installé sur le village de l'étape du Tour qui a lieu demain. Donc, au moment où ça va être diffusé, l'étape aura eu lieu. Mais l'objectif de cet échange, c'est qu'on puisse faire connaissance et surtout que tu puisses nous raconter ton parcours. Et ce que je te propose, Aurélie, c'est peut-être de te présenter, nous expliquer qui tu es et qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui sur l'étape du Tour. Alors moi, je suis donc Aurélie, femme cycliste depuis 12-13 ans à peu près. J'habite dans la banlieue de Grenoble. Je suis maman de 2 enfants, donc je suis une maman cycliste. Et je travaille aussi pour une collectivité de l'Isère. C'est quoi être une maman cycliste ?
Alors une maman cycliste, c'est une cycliste comme les autres finalement, sauf que il faut trouver du temps parce que le vélo, ça prend du temps. Donc ça veut dire une cycliste qui est peut-être encore plus organisée que les autres. Parce que la clé, c'est d'avoir un outil qui est très important, qui est un agenda. Et du coup, il faut avoir un agenda et une faculté à s'organiser pour trouver le temps, les petites fenêtres qui vont permettre de s'entraîner correctement et de prendre du plaisir dans sa passion. Ce que tu veux dire, c'est qu'il faut être très organisé pour pouvoir à la fois préparer ses entraînements, à la fois avoir sa vie de famille et trouver cet équilibre si difficile. Alors, c'est difficile, mais quand on est passionné, on y arrive finalement. Moi, souvent, on me l'a même dit quand j'étais enceinte, par exemple, on m'a dit, mais de toute façon, tu feras pas les choses de la même manière après. Voilà. Et peut-être que tu vas arrêter. On me l'a dit. Et moi, je me suis rendu compte que finalement, oui, il faut accepter par contre de changer sa pratique et de le faire différemment parce que du coup, on peut pas s'entraîner autant. De en la tout même cas, manière, moi, ouais. voilà, je peux pas m'entraîner autant peut-être qu'une personne qui n'a pas d'enfant ou qui n'a pas de vie de famille. Donc voilà, du moment qu'on accepte de faire moins en quantité, entre guillemets, ça veut dire qu'aussi on va peut-être faire plus en qualité. Et en tout cas, il faut trouver cet équilibre entre vie familiale, vie professionnelle et vie cycliste pour pas qu'il y ait une vie quelque part qui prenne le pas sur l'autre. Parce que Il y a c'est des là équilibres qui se créent. Voilà, c'est ça. Là où c'est compliqué. Et où on crée de la frustration aussi souvent. Explique-nous ce parcours après la naissance de ton fils. Il y a eu Covid également, ça a probablement un peu freiné les choses. Et puis derrière, tu repars sur des distances beaucoup plus grandes. Oui, alors parce qu'après, j'ai eu 3 ans après aussi ma fille. Et du moment, dès qu'ils sont... j'ai toujours eu une petite frustration quand même, c'est que je ne pouvais pas faire autant de kilomètres que je voulais. En fait, j'étais limitée dans ma charge d'entraînement. Par rapport c'est une question de temps, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et puis quand ils sont tout petits, bébés, etc., c'est quand même plus difficile du coup de faire garder les enfants. Et puis des fois, ils sont malades. Enfin, il y a tout un tas de choses. Même si j'arrivais On ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Voilà, mais j'arrivais à maintenir un kilométrage suffisant pour être en forme et puis prendre plaisir dès lors que je faisais une course. Et quand ils ont grandi et là j'ai pu significativement, on va dire, augmenter ma charge d'entraînement, là j'ai passé aussi un palier, je m'en suis rendu compte assez rapidement. Quand on voit que les efforts payent et puis qu'on commence à vraiment progresser, du coup en plus ça entretient un peu la spirale positive. C'est motivant. Et voilà, dès que j'ai pu faire plus de kilomètres et que j'ai structuré un peu plus les choses, j'ai pu faire plus long, augmenter la moyenne aussi. Et j'ai progressé sur mon point faible qui était, moi, le dénivelé, la montagne, ça a toujours été mon point fort d'entrée de jeu. Et c'est ce que je préfère dans le vélo, en fait. C'est grimper. Alors là, on est dans un cadre aujourd'hui rêvé pour toi, parce qu'on est sur l'étape du Tour. Explique-nous dans quel cadre tu vas participer à cette étape du Tour. Cette étape du Tour, c'est pour moi, c'est parmi toutes les cyclosportives que j'ai fait, c'est vraiment la cyclosportive par excellence que tout cycliste rêve de faire. En tout cas, moi, je le conçois comme ça. Donc, le grand rendez-vous de l'année. Donc, c'est la nouveauté. C'est une nouveauté pour moi parce que c'est la première participation. Voilà, c'est la première. Et finalement, cette distance et ce dénivelé-là, je ne l'ai jamais fait en course. Ça veut dire, si c'est ta première participation, en plus tu as un profil, tu nous l'as dit, de grimpeuse, ça veut dire que tu regardais l'étape les années passées comme quelque chose dont on a envie mais on n'ose pas y aller? Oui, parce que c'est vrai quand même que pour moi c'était connoté très dur, réservé quand même peut-être à des cyclistes. L'élite amateur, voilà, c'est ça, qui sont très entraînés, qui s'entraînent exclusivement pour ça, avec des objectifs très précis. C'est vrai que pour moi ça représentait ça, l'étape du Tour. En fait, l'année dernière, ça m'a beaucoup interpellée parce que le parcours était arrivé à l'Alpe d'Huez. Et sur des cols que je connais bien, qui sont pas loin de Grenoble. Et du coup, j'avais plein de copains et puis quelques copines qui l'ont fait. Et du coup, c'est vrai que ça m'avait vraiment donné envie de la faire cette année. Alors, je connaissais pas encore le parcours à ce moment-là, mais c'était un rendez-vous que c'était une fête du vélo dans laquelle tu voulais, toi, t'inscrire. Oui, tout à fait.
Et parle-nous également, tu nous as expliqué que tu as débuté, tu roulais seul. Là, tu es dans une équipe. Parle-nous de l'équipe dans laquelle tu es. Quel est ce mouvement? Parle-nous du cyclisme féminin également. Alors l'équipe, là, donc j'ai la chance de faire partie de cette expérience qui est hyper enrichissante hein, là, depuis la fin d'année dernière. Ça a été un phénomène, enfin un super booster en fait pour moi parce que du coup une motivation que j'ai jamais eue en fait sur toutes mes années de pratique finalement. Le fait d'avoir ce groupe, le fait de partager avec les autres filles l'entraînement, le fait de partager des fois nos craintes, nos peurs, de demander des conseils à celles qui sont plus expérimentées, et puis à l'inverse, partager son expérience. Finalement, paradoxalement, après 13 ans de cyclisme, pour ma part, c'est la première fois que je partage la route avec des filles. C'est fou de le dire comme ça en fait. Vraiment une super expérience. Et là, l'étape, c'est vraiment l'aboutissement de pouvoir partager ça sur une course comme celle-là avec d'autres filles. C'est vraiment une super expérience. Alors, tu es dans la team Hutchinson, hein, c'est ça? Oui. Voilà. Et donc, c'est une team dans laquelle tu as postulé, on t'a contacté. Explique-nous comment c'est fait, comment c'est écrit l'histoire et la relation avec cette équipe. Alors, parce que vous êtes combien de filles demain au départ? Alors, 12 filles. On a toutes postulé, on devait postuler en fait sur la fin d'année dernière. Après, on a été sélectionnés voilà. Alors, on a des profils très différenciés, donc c'est ça qui est intéressant dans cette équipe. C'est ce qui fait la richesse aussi de l'équipe. Voilà, c'est ça. C'est qu'il n'y avait pas de niveau physique minimum à avoir, où il ne fallait pas démontrer avoir fait juste l'envie de faire du vélo et de vouloir progresser en fait. Et de progresser tout ensemble avec des points de départ différents. Mais en tout cas, l'objectif, c'était de toutes progresser ensemble pour arriver sur l'étape du Tour en ayant la meilleure forme possible et de faire une course, une super course ensemble. Donc on postule et puis ensuite, quand on a la chance d'être retenu, après, du coup, plusieurs temps en fait avec l'équipe. Un premier temps, en fait, on a toutes fait connaissance sur le début d'année. Donc on a fait connaissance, on a eu la chance de visiter l'usine Hutchinson. Et de faire connaissance aussi avec l'équipe Hutchinson. Et puis ensuite, une reconnaissance. On a fait une reconnaissance du parcours il y a au mois de mai, fin mai. De l'étape, voilà. Donc du coup, ce qui permet aussi de mettre en confiance et puis carrément. De se rendre compte aussi, peut-être il y avait certaines filles qui avaient moins fait de montagne que d'autres, donc du coup ça permet de se rendre compte de la difficulté d'école. Et puis on a eu la chance aussi de participer on a participé à des cyclosportives un peu test d'entraînement dans l'intervalle, et là on n'était pas forcément toute l'équipe, mais il y avait souvent plusieurs filles de l'équipe qui se retrouvaient aussi sur ces cyclos par rapport à nos régions d'origine, parce que du coup on est sur toute la France en fait, hein, on est plusieurs régions qui sont représentées. Il n'y a pas de critères géographiques, hein. Du coup, toute femme cycliste de France peut postuler. Et ça t'a procuré quoi comme émotion de te retrouver, toi qui avais l'habitude de rouler seul, justement, comme tu l'as dit, d'être dans une équipe, dans un groupe constitué uniquement de filles qui préparaient quelque part cet objectif-là? Beaucoup d'émotions, en fait beaucoup d'entraide et de compréhension entre nous. Il n'y a vraiment pas de compétition. Ça, je l'avais remarqué dans 2 ou 3 cyclos, c'est qu'en fait, il y a quelque part, on se serre les coudes ensemble. Une solidarité. Voilà, c'est ça, une solidarité. Moi, je le vois sur les cyclos, souvent, quand on croise une fille, en tout cas, moi, je le fais spontanément, je dis toujours salut, bonjour. Des fois, on échange 2-3 mots, et puis on ne se revoit pas sur le parcours, mais on ne le fait pas. Il y a une sorte de reconnaissance. Comme on est peu nombreuses, du coup, on se dit un minimum bonjour, ça va, bon. Et du coup, il y a cette entraide et vraiment le sentiment d'être dans la même dynamique. En fait, je trouvais ça super de retrouver des filles qui sont comme nous, parce que du coup, quand on fait du vélo avec beaucoup
d'hommes, hein, parce que c'est la réalité. Il y a des fois, on ne s'entraînerait pas de la même manière. Moi, combien de fois je me suis retrouvée dans les roues, à rouler bien au-delà de ce que je pouvais faire, mais de toute façon, si je ne suivais pas, on allait me laisser derrière, et après je me retrouve toute seule. Et là, du coup, comme on est dans la on se comprend du coup quelque part et du coup sur l'entraînement il va être aussi adapté à nos capacités et à notre façon de rouler qui peut être différente de la façon de rouler. Ça renforce la motivation, ouais. Oui. Est-ce qu'il y a une fille que tu suis en particulier qui est un exemple pour toi, dont tu es fan, comme pourrait être fan d'un Pogacar ou d'un homme? Est-ce que toi il y a une femme que tu suis comme ça et qui représente beaucoup pour toi? Moi c'est Pauline Ferrand-Prévot que je trouve épatante. Et en plus j'ai eu la chance de faire la GF Ventoux l'année dernière et elle l'a remportée. Du coup oui c'est un peu l'athlète que je suis et que j'admire. Pourquoi? C'est pour la durée, c'est ça? C'est pour tous les titres, voilà, tout ce qu'elle et apporte puis au cyclisme. sa polyvalence aussi. Exactement. Je fais un peu de VTT aussi à côté. Sa polyvalence, sa faculté de rebondir aussi, quand à un moment donné on pensait que voilà... C'était terminé, puis en fait, elle revient. Incroyable, quoi. Et puis sur le cyclisme féminin en général, toi qui l'as commencé maintenant 12-13 ans, hein, tu nous le disais, tu as forcément vu l'explosion et l'évolution, des pratiquants, des structures qui sont mises en place. Quel message tu pourrais faire passer justement sur ça? J'ai vu l'évolution. En fait, dans mon analyse, je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes cyclistes. Mais en fait, il y en a beaucoup qui sont dans une pratique de cyclotourisme. Mais dès lors qu'on arrive sur la notion de performance, de chrono, c'est là où d'un coup elles disparaissent en fait. Et même si au fil du temps, moi je me suis rendu compte, sur Grenoble, pour parler de ma région, vraiment, c'était très rare de croiser une autre fille sur les routes où on en connaissait quelques-unes, parce que finalement, on se repérait assez facilement, du coup. Et c'est vrai que 10 ans après, je me rends compte que maintenant, je vois des groupes de filles. Alors Grenoble, c'est peut-être particulier, c'est vraiment une terre de vélo. Plus en plus de filles, donc ça va vraiment dans le bon sens. Et tu penses que c'est dû à quoi? C'est une prise de confiance, une prise de conscience? Mine de rien, le peu de communication, je pense que ça commence à jouer. Je pense qu'il y a un effet générationnel aussi. Moi, mon avis dans l'évolution, c'est qu'il y a un peu les générations qui vont arriver, qui vont changer un peu la donne. Je le vois avec ma fille, par exemple. Ma fille, pour elle, elle me voit faire ça, du coup. C'est normal. C'est normal, ouais. C'est naturel. D'ailleurs, elle me le dit déjà, moi, je veux faire comme toi quand je serai grande. Et je pense que je crois beaucoup dans ces transmissions un peu, et les nouvelles générations qui arrivent et qui vont démontrer que finalement, oui, c'est pas réservé à une certaine catégorie. Non, c'est possible. Et puis finalement, les freins qu'on peut entendre matériels ou la peur, je sais pas, la peur de la... Moi, j'entends souvent, j'ai peur de crever, comment je fais si je suis toute seule. C'est le premier frein, quelque part, chez les filles. Voilà, et puis il y en a plein d'autres. Du coup, comme maintenant, on communique beaucoup, et puis je trouve qu'ils sont plus valables, quoi. Enfin, on peut prendre l'information aujourd'hui. On peut prendre l'information pour justement savoir comment réparer, tout à fait. comment rouler seul. Il y a aussi l'appréhension de rouler seul et de la sécurité. Est-ce que toi, tu as pu parfois te sentir en insécurité en étant une fille qui roule seule? Non. Ou ça t'a jamais traversé l'esprit? Je sais que je connais beaucoup de filles qui veulent pas rouler toutes seules. Pour ces raisons? Pour ces raisons-là, oui. Alors moi, je vais rouler toute seule parce que sinon, je pourrais plus m'entraîner, du coup. Mais par contre, j'ai du mal à le faire sur les sorties longues. En fait, moi en semaine, c'est là où je positionne mes sorties, on va dire, plus courtes. Donc là, j'y vais. Mais par contre, faire des sorties de 5-6 heures toute seule, c'est vrai que je le fais pas. Mais plus parce que je trouve que pour tout la seul... pour la lassitude. Voilà, c'est ça. Ouais. Moi, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui aime le vélo. Pour moi, c'est pas un sport individuel. Qu'au bout de 3-4 heures, voilà, tu vas qu'au bout d'un moment, il faut que je puisse parler à quelqu'un et puis partager. Parce que moi, vraiment, le vélo, je le conçois comme ça, comme du partage. Et quand on est devant un beau paysage,
de dire waouh c'est beau tout seul, ben non, je préfère dire Ouais, waouh je c'est beau à la personne qui est avec moi en train de avec qui tu rouler. partages ça, je comprends C'est ça. parfaitement. Quelle est on va parler de la relation entre les hommes et les femmes sur le vélo, mais quelle est la remarque qui t'a le plus choqué venant d'un homme qui t'a doublé ou qui t'a attendu, ou bref, sur le vélo? Parce qu'il y a quand même pas mal de remarques assez sexistes qui sont faites. Il y a forcément un petit palmarès, on a tous un petit palmarès de ce qu'on peut entendre. Est-ce que toi, il y a vraiment une remarque un jour qui t'a choqué, ou est-ce que peut-être ça ne t'est jamais arrivé? Globalement, j'ai toujours eu étaient de la bienveillants, bienveillance quand même. Je peux pas dire. Voilà, globalement, voilà, j'ai plutôt eu de la bienveillance et. Après, c'est des choses un peu maladroites, on va dire. Et en fait, l'anecdote qui me vient, c'est à une course là, que j'ai fait en avril, où tout de suite, en fait, j'étais dans un groupe en fait, et il y avait une personne de Grenoble parce que du coup, il avait un maillot écrit Grenoble, et puis du coup, je dis ah bah moi aussi je suis de Grenoble, et puis on parle une minute, et puis tout de suite, il me dit bon mets-toi dans ma roue, je vais t'emmener jusqu'au bout. Comme si spontanément, je pouvais pas le faire toute seule. Et en fait, c'est ce genre de remarque. Je dis bon ok. Sauf qu'à la première montée, en fait, il a décroché et du coup, il était derrière moi et je l'ai plus revu de toute la course. Donc c'est plus ce genre de remarque où Maladroite. Voilà, maladroite, où je me souviens quand j'avais fait le fameux Grenoble-Nice en vélo. Donc dans le club de départ là, de cyclotouristes, où tout de suite on avait dit non mais t'es sûr vraiment, t'es sûr de venir? En fait ils avaient tous peur que je termine pas, et vraiment et je sentais bien que c'était parce que j'étais une femme en fait, et que étant une femme fragile bien entendu, je ne pouvais pas aller jusqu'au bout, et en fait je pense que c'est le genre de remarque maladroite mais qui donne encore plus envie de démontrer que non, je peux le faire comme vous. Bon, en tout cas, c'est intéressant d'avoir ton retour, ton recul, ta prise d'expérience, toi qui fais du vélo depuis 12 à 13 ans. Est-ce qu'il y a un autre message que tu veux faire passer, Aurélie, sur le podcast? Moi vraiment c'est les filles, osez, parce que osez vous inscrire à des cyclosportives comme l'étape du Tour. Oser, parce qu'on peut être comme moi, maman, qui s'entraîne pas non plus énormément, qui a une vie professionnelle, et pourtant, voilà, c'est possible. C'est possible quand on a la volonté et qu'on se donne les moyens pour réussir. Voilà. Eh ben, un grand bravo à toi pour toute l'inspiration que tu dégages. Beaucoup de courage pour demain, 157 km avec beaucoup de dénivelé. À très bientôt, merci beaucoup Aurélie. Merci, au revoir. On se retrouve tout de suite donc avec Martin Fourcade, Antonin Guigonard et Émilien Jacquelin. Nous continuons notre journée, notre épisode spécial sur l'étape du Tour de France amateur. Autour de la table, 3 champions, Martin Fourcade, Antonin Guigonard et Émilien Jacquelin. Bonjour, bienvenue sur le podcast. Salut. Bonjour. 3 biathlètes, mais 3 cyclistes aussi, je crois. Amateur, ouais. De passion. De passion. Alors justement, on va en parler. Nous sommes à la veille du départ de la 31e étape du Tour de France amateur. Je crois que 2 d'entre vous vont être au départ demain, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Alors c'est moi qui serai pas au départ, comme ça. C'est réglé. Voilà, on sentait qu'il y a une ombre qui planait. C'est Martin qui sera pas au départ. Martin ne sera pas au départ. Et pour tous les deux, donc c'est quelque chose que vous avez préparé depuis longtemps. Ça représente quoi l'étape du Tour de France amateur pour vous? Nous, on vient ici pour faire une belle journée de vélo sur route fermée, et en général, on est placé dans le SAS 0, donc on profite quand même des super conditions pour rouler. Donc c'est ça. Après, en termes de préparation, si on veut faire une vraie prépa pour être performant, ça intervient presque trop vite après notre fin de saison d'hiver. On est plus ici pour le fun. Moi, personnellement, je suis né à 5 km d'ici, et Morzine, c'est ma station. Donc j'étais obligé de courir celle-là cette année. Et pour toi? Pour moi, le vélo, c'est mon sport numéro 1, mon sport favori depuis que je suis tout petit. Donc faire l'étape du Tour, presque, c'est un rêve qui reste inachevé. Donc je suis très content de pouvoir le faire en tant qu'amateur. Et comme l'a très bien dit Antonin, c'est vrai que dans notre préparation, ça arrive très tôt. L'objectif pour nous, c'est pas d'être performant, mais juste Prendre du plaisir. De prendre du plaisir, emmagasiner des heures d'entraînement. Et voilà, ça nous fait aussi un challenge, c'est important dans une préparation qui peut être vite routinière, parce qu'elle est très longue, du 1er mai jusqu'au 30 novembre, donc d'avoir des petits challenges
comme celui de faire une belle étape du Tour, et ben c'est important. Est-ce que c'était... Comme ils oseront pas le dire, ils sortent de stage, donc ils ont une grosse grosse semaine dans les jambes avec pas mal d'heures de volume. Et donc c'est sûr que c'est aussi pas l'occasion excellente de préparer au mieux la course, mais en tout cas c'est du plaisir. À la limite, c'est presque l'inverse. Il faut mettre un peu l'ego de côté pour dire ouais, moi l'année dernière j'ai dû finir au-delà des 200, mais voilà, c'est pas grave, c'est pas mon sport de prédilection, mais mon âme d'athlète, ça fait. On aura envie de jouer plus devant, mais c'est pas notre sport, quoi. C'est la première fois que vous participez ? C'est la deuxième fois avec Antonin. On l'a fait l'an passé, ouais, déjà. Et lequel de vous deux avait le rêve d'être cycliste professionnel ? C'est Emilien. Alors C'est moi. qu'est-ce qui s'est... à quel moment il a fallu faire un choix ? Moi j'ai fait un choix à l'âge de 17 ans. Jusque-là, je faisais du ski pour préparer la saison De vélo ? de vélo. Et après, c'est concours de circonstances ou une saison de cyclisme s'était mal passé. Par la suite, j'avais appris que j'avais eu la mononucléose, donc c'est sûrement pour ça que j'avançais pas. Et j'étais encore pas mauvais sur des skis de fond. Et je me suis dit que c'était le destin qui me ramenait au ski, habitant à la montagne, bien sûr. Mais jusqu'à l'âge de 17 ans, c'était vraiment mon rêve, c'était d'être coureur cycliste et faire le Tour de France. Donc je prends toujours beaucoup de plaisir dès que je suis sur un vélo, encore plus avec un dossard. C'est justement là où je voulais aller, c'est quand tu vas accrocher le dossard demain, est-ce que l'âme du compétiteur et l'envie d'être devant, justement, comme ça a été dit, va revenir, ou est-ce que les jambes vont tout de suite te ramener la réalité après cette semaine intensive que vous avez fait ? Non, je sais que je vais être débile au début, ça, il n'y a pas de souci. Puis après, il y a ce côté d'âme d'enfant. Moi, ça me rappelle tellement de souvenirs de me retrouver dans un peloton, entendre que ça gueule à droite à gauche, que ça frotte. J'adore ça, donc je suis super content de retrouver ce genre d'émotion. Tu étais dans quel club ? Le cyclisme Cessin-Cessiné dans l'agglomération grenobloise. Ouais. Très bon club formateur. J'ai coupé quelqu'un, je crois, tu voulais dire, non ? Je vais dire que les jambes le ramèneront à la réalité dans Jouplane. Peut-être Bien avant. Peut-être avant. Ça représente quoi le Tour de France pour vous ? Sans parler de l'étape amateur là, qui se déroule actuellement, mais le Tour de France, les 3 semaines du Tour, ça résonne comment en vous ? Moi, ça résonne comme le bruit de l'hélico pour faire la sieste au mois de juillet et du coup retarder les séances de l'après-midi d'entraînement, parce qu'il faut savoir que le mois de juillet, c'est le plus gros mois d'entraînement qu'on fait en termes de nombre d'heures, juillet-août. Ça peut paraître étrange, mais c'est là qu'on doit le plus sortir et qui est le plus d'heures d'entraînement. L'hiver des cyclistes, en fait, pour vous, c'est maintenant, en fait, c'est ça ? La saison cycliste que tu connais, hein, on dit toujours il faut faire un hiver, un bel hiver pour préparer l'été. Pour vous, ça se passe maintenant, la préparation foncière ? Ouais, nous, on a une saison inversée et c'est vrai que ce que dit Antonin est totalement vrai. On passe nos après-midi à regarder le Tour de France en récupérant de la séance du matin avant de partir sur une seconde séance l'après-midi. Donc le Tour de France, c'est le passage obligé pour se reposer entre 2 séances. Contrairement au vélo où les athlètes font beaucoup une séance par jour, nous on est quasiment que sur du bi-quotidien, donc c'est un mode de fonctionnement un peu différent, et du coup le temps de sieste l'après-midi est vraiment primordial en biathlon. Et est-ce que vous suivez le Tour de manière générale, ou est-ce que vous venez picorer une des plus belles étapes ? Moi je suis du genre à me faire les 6 ou 7 heures de direct sans souci. Ouais, puis tu as suivi déjà tout le début de saison, tu connais les gars, coureurs. tu connais les stratégies. Je crois qu'on regarde quand même tous. Après, il y a certains qui ont plus ou moins de sensibilité, mais il n'y a pas beaucoup de biathlètes ou de fondeurs qui n'ont pas une attention particulière pour le vélo. Ouais, alors vous êtes tous passionnés par les 2 roues. Comment est-ce qu'un biathlète intègre le cyclisme dans sa préparation ? Est-ce que c'est que l'hiver ? Ou est-ce qu'avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui, les vélos connectés, vous mettez justement du vélo un petit peu partout dans la saison pour vous préparer sur le foncier ? Déjà, ça fait très longtemps qu'on a des vélos type spinning bike. Sur des wall bikes ou des choses comme ça ? Ouais, même ils ne sont pas électroniques les nôtres, on n'a pas les moyens. On a des vélos juste pour tourner les jambes, comme on dit, c'est le meilleur moyen de récupérer après la course ou des fois même le matin. Ça m'arrive quand on court au milieu d'après-midi, fin d'après-midi, ça m'arrive le matin de faire 20-30 minutes de vélo pour transpirer un peu le matin de la course. Après, sinon, dans la préparation, on l'intègre assez vite parce que nous, notre sport pendant l'été, c'est le ski à roulette. Et le ski à roulette, c'est assez exigeant. Musculairement, c'est super dur. On a tout le corps qui bosse. Et des fois, d'aller faire des séances de vélo, ça permet d'avoir un cardio bien plus linéaire et de faire un effort plus lissé. C'est quand même intéressant pour faire des heures faciles. Soit on fait des longues séances d'endurance, ou bien on va s'en servir pour faire des séances de récupération, DR, une séance d'intensité le matin. Donc c'est vraiment ces 2 types de
de format, on va dire, en tout cas qu'on fait lorsqu'on sort le vélo. Il n'y a pas d'intensité, Non, le vélo ne vous sert pas en jamais, intensité. Jamais on fait de séance d'intensité sur le vélo en tout cas. Et on se posait la question tout à l'heure en souffrant de cette chaleur. Vous qui êtes habitué à avoir une intensité dans le froid, comment le corps réagit en produisant un effort avec des températures qui demain probablement seront autour de 30 degrés, 32 degrés? Je sais Est-ce que vous ressentez des choses qui vous bloquent ou est-ce que le corps s'est parfaitement adapté? Cardiaquement, je sais que je vais déjà avoir 15 pulsations par minute en tout cas de plus qu'à la normale tout au long de l'étape. Donc c'est à moi de bien gérer ça. Et la chaleur, c'est vrai que comme l'a très bien dit Martin, en plus l'après-midi on va essayer de s'entraîner tard pour espacer les séances d'entraînement, pour bien récupérer. Donc on essaye plus de chasser la chaleur. En plus on a tendance à habiter à plus de 1000 mètres d'altitude chacun dans les montagnes. Donc c'est vrai qu'on n'est pas forcément très habitué. Et du coup on peut vite ressentir des effets néfastes sur la performance en tout cas. Donc voilà, toujours les mêmes réflexes, hydratation. Il faut savoir que l'hiver, quand on approche déjà les 8-10 degrés, on souffre de la chaleur quoi, en course. On est en t-shirt, on demande de l'eau au bord de la piste alors que normalement on n'a pas du tout le temps de boire sur 30 minutes d'effort. Donc demain il va faire 30 degrés, je pense à ça moins en attaquant le plane. Donc moi je pense que je vais être mourir. Je vais pas être bien. Et toi, quel impact ça a sur toi, Alors Martin, moi, la chaleur? J'étais un athlète qui était plutôt bon dans les conditions très froides. Donc j'avais pas du tout de problème à courir à moins 20, moins 15, là où certains sont tétanisés par le froid. Et à l'inverse, comme le disait Antonin, moi, dès que la température était supérieure à 0, en hiver, c'était un calvaire. Tu ressentais? Et je sais que l'été, c'est pareil, je perds beaucoup de sel. Donc je suis pas un athlète qui suis très performant sur des fortes chaleurs. Et ça, je crois que c'est au-delà de l'entraînement et de l'habitude. Je pense que c'est aussi des qualités, on en parle beaucoup, mais en vélo, de Thibaut Pinot qui performe pas forcément dans ces conditions-là et qui préfère les conditions un peu froides et pluvieuses. Je pense que c'est vraiment des sensibilités d'athlète. Et moi, je sais que je perds beaucoup d'eau quand il fait chaud et c'est assez violent pour moi les entraînements et les étapes sous la chaleur. Ça veut dire qu'il faut compenser énormément. On parlait de pulsation au niveau des datas. Est-ce que vous, biathlète, vous êtes connecté, vous regardez vos datas en vélo par exemple? Est-ce que vous connaissez votre FTP, votre puissance, ou est-ce que pas du tout? En vélo, moi je regarde beaucoup mes watts maintenant, pour connaître un peu mieux mes allures, que ce soit d'entraînement en course. Dès demain, je sais à peu près les watts que je dois tenir. Voilà, tu sais ce que tu peux tenir et tu sais ce que tu ne peux pas tenir. Voilà, si je vois que je suis à 400 watts dans le deuxième col, je sais que je risque d'exploser par la suite. C'est à moi de faire gaffe à ça. Et c'est vrai que nous, par contre, en ski de fond, qui plus est en biathlon, c'est un sport qui est beaucoup plus lié aux sensations parce qu'on n'a pas de capteur de puissance. Certes, on a des ceintures pour voir nos pulsations cardiaques, mais durant l'effort... Il n'y a pas d'autres data, effectivement. Non, il y a très peu de data. On travaille au lactate aussi. Oui, au lactate, mais en course, les prises de lactate, mais c'est plus l'entraînement pour maîtriser ses allures. Et après, on est sur de la sensation, mais comme le disait Emilien, on n'a pas la chance d'avoir un capteur de puissance ou un revêtement identique qui nous permettent d'emmagasiner de la donnée et de pouvoir la reproduire en course. Donc on doit, en fait, notre talent, ça doit être de développer justement cette sensibilité et au contraire de ne pas trop se focaliser sur les événements extérieurs, donc d'avoir un peu connaissance de tout, mais d'en faire un petit peu abstraction pour se concentrer sur ses sensations. Ce qui veut dire que dans le vélo, vous le faites pour le plaisir, on l'a dit, mais c'est vraiment sans les sensations. C'est-à-dire que vous ne regardez pas du tout vos datas, ou est-ce que vous avez quand même cette envie-là d'aller savoir combien vous développez, d'analyser un petit peu l'analyse que vous faites dans vos entraînements? Est-ce que vous le dupliquez un petit peu également dans le vélo? Depuis que je fais du vélo de route, à la fin de sortie, je regarde la vitesse moyenne. Mais voilà, c'est tout. Après, j'ai un capteur de puissance depuis peu. Et là, ça va me permettre, notamment si demain je m'amuse à suivre un gars ou un groupe, de voir je suis à 30-40 watts plus vite que ce que je faisais avant quand j'étais tout seul. Donc calmos quoi. Parce que ça va être intéressant. On a des consignes avec Emilien du coach. Notre coach, c'est Simon Fourcade, le grand frère de Martin. Et les consignes, c'est les gars, on se crame pas. On est là pour se faire plaisir. Nous, la saison, c'est en hiver. Et puis il y a aussi le vélo, le risque de chute. Parfois, il faut aussi faire attention à ça pour vous champions. Mais dans les différentes régions dans lesquelles vous avez pédalé, quelles sont les régions qui vous sont marquées? Ou alors là, on parle des cols notamment. Quels sont les cols pour vous qui sont les plus beaux? Pour moi, le plus beau et le plus mythique, ça reste le Galibier. Je pense qu'il est inclassable, il est au-dessus de tous. Et après, dans quel sens?
Valoir ou Non, tous les. Ah, dans quel sens quel Moi, sens j'étais parti dans quel sens La philosophie. Philosophie. Voilà. Non, Dans quel sens depuis Valoir Depuis Valoir, ouais, obligé. Mais il y a eu tellement d'heures. Alors, moi, je suis un grand fan de Marco Pantani. Donc, voilà, il a tellement marqué l'histoire dans le Galibier. Mais je trouve que c'est un col où il s'est énormément passé de choses depuis des décennies maintenant. Et voilà, il y a beaucoup d'histoires en tout cas là-bas. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un col qui est à part. Pour ma part, je dirais que c'est la Croix de Fer. Il s'est passé énormément de choses dans ma tête et dans mon corps l'an passé sur l'étape du Tour pendant ces 30 km. C'est un col qui est mythique et qui m'a marqué. La Croix de Fer. Et moi, j'ai parlé des Pyrénées, donc je suis un peu chauvin forcément, mais pas tant que ça, parce que j'ai découvert en fait l'autre côté des Pyrénées, celui dans lequel j'ai pas grandi, les Hautes-Pyrénées, du coup, qui est une vraie terre de cyclisme. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir justement les routes du Tourmalet, de l'Aubisque, d'Otakam, et voilà, Gavarnie, tous ces lieux là un peu mythiques aussi du Tour de France, et avec des montagnes qui sont splendides. Donc c'est une belle découverte pour moi, cette région. Et tu roules un peu les Alpes également ? Ouais, bien sûr. Alors moi, j'habite à côté d'Annecy, après une dizaine d'années dans le Vercors. Donc oui, je pense qu'on a tous, en tout cas sur les Alpes, pas mal navigué et pas mal découvert de coins. Ouais. Et vous connaissez également les deux, Alpes et Pyrénées ? Pyrénées, on a fait quelques stages du côté de Font-Romeu, mais c'est vrai que le reste des Pyrénées, le 65, 64, je connais pas du tout. Et quand vous partez en stage, justement, est-ce que vous emmenez le vélo avec vous ? Et puis ça peut vous permettre d'être en récup, justement ? Ou est-ce que le vélo, c'est vraiment quand vous êtes un peu en off ? Encore une fois, soit on l'emmène pour faire des séances de récupération, on va dire à partir du mois de septembre, parce qu'on fait des intensités le matin en ski roue, en course à pied. Donc l'après-midi, on va tourner les jambes. Ou sinon, durant l'été, justement, il y a l'an dernier ou il y a 2 ans, dans les Pyrénées, on va se faire des sorties de 5-6 heures avec du D+. Donc ça nous permet aussi de visiter, de découvrir d'autres endroits. Le vélo a cette portée-là aussi. Carrément. Et c'est vrai qu'on parle d'ascension, mais peut-être que ce n'est pas votre compétence. Vous êtes plus à l'aise dans quel environnement ? Est-ce que c'est quoi ? Vous êtes rouleur, sprinter, grimpeur ? Moi, c'est rigolo. Je vais reprendre une citation de Vicente Lizarazu qui m'a dit: moi, je suis grimpeur dans la tête et avec un corps de sprinter. Et nous, c'est un peu ça en fait. On évolue tellement dans un environnement montagne, qu'on est sensible justement aux montées, aux cols, etc. Mais qu'on n'a pas forcément le profil pour être performant en col. Très bien résumé, parce que moi, ce que je préfère, c'est grimper, mais j'aimerais grimper plus vite. Moi, il y a 10 ans, j'étais clairement un grimpeur. J'étais freluquet, ça montait tout seul. Et maintenant, par la force des choses, là où j'avance le plus vite, c'est à plat. C'est quoi ? C'est la prise de masse, la prise de muscle ? On fait beaucoup de musculation maintenant en ski de fond en biathlon. C'est un truc qui a pas mal évolué et pas mal de force. Donc on prend un peu, on a besoin de notre haut du corps, contrairement au vélo. Donc prise de masse, 2 à 3 séances de muscu par semaine sur toute la préparation estivale et en automne encore. Pour le coup, avec Emilia, on a des profils plutôt... Nous, on se définit comme grand et fin, alors que pour des cyclistes, on serait carrément gros et costaud. Donc, pour donner un peu quelques chiffres, on fait 1m85 pour un peu plus de 80 kg. Donc, on a clairement 10 kg à poser si on voulait être un bon grimpeur. Disons que sur le plan, on doit être bien à l'abri derrière vous. Ça doit être plutôt agréable. Est-ce que vous êtes en contact justement avec des coureurs pros qui sont actuellement sur le Tour ? Est-ce qu'il y a des échanges qui se font entre champions, membres des équipes de France ? Moi, j'ai eu la chance, et en même temps, pour moi, c'est une sorte de génération dorée, mais j'ai couru avec des Nance Peters, Aurélien Paré-Peintre, Eddy Finet, Clément Russo, Sandy Dujardin. Enfin, j'ai beaucoup d'amis qui sont passés professionnels. Je m'entends aussi très bien avec Maxime Bouet, par exemple. Donc, très souvent, en fait, j'échange avec eux sur leur carrière. Bien sûr. Et l'hiver aussi, ils suivent la mienne. Donc sur le Tour, après, moi, je préfère laisser chacun concentré. Je suis pas du genre à faire ma groupie, savoir ce qui se passe et tout. Mais je pense qu'on a beaucoup de valeurs communes et donc on suit avec beaucoup de plaisir les carrières des uns des autres. Pareil pour vous ? Ouais, pareil. Je crois qu'il y a une attention particulière, en tout cas entre sports d'endurance. Alors ça se limite pas au sport d'endurance, mais c'est sûr qu'on a pas mal de facilité à discuter quand on parle avec un triathlète, quand on parle avec un trailer, avec un cycliste. Et donc forcément, il y a des affinités qui se créent, il y a une compréhension mutuelle de l'effort, du mode de vie, et donc forcément il y a des échanges assez réguliers. Quelque part, ouais. Et le matériel, on sait que le matériel dans votre discipline peut faire des différences, dans le vélo également. Est-ce que vous regardez également beaucoup le matériel, comment il évolue dans le cyclisme ? Moi je suis un psychopathe du matos. C'était la question que pas posée. Non, pas du tout. On est tous équipés par des marques plus ou moins de vélos.
Donc ça c'est déjà assez cool. Et récemment j'ai mis une petite photo de mon vélo sur Instagram et il y a Benoît Cosnefroy qui a réagi comme quoi j'avais une fusée sous le cul. Il a dit c'est sûr que c'est pas le vélo qui posera des problèmes dimanche, quoique c'est plutôt un vélo aéro. Bon, le parcours, vous le connaissez tous les deux par cœur, plus ou moins, de demain Moi je l'ai dans la tête, par contre c'est la première fois que je roule par ici, donc ça sera découverte, autant les bosses que les descentes, donc je vais quand même faire gaffe. Mais je l'ai bien dans la tête déjà. Moi, je connais plutôt bien la route. Annemasse, oui, au début c'était le bus pour aller au collège. Quand j'étais en collège en classe ski. Et puis après, c'est des routes que je connais pas mal, notamment l'arrivée sur Morzine. Ouais, bon, ça va être intéressant de suivre au moment où tu as prévu d'attaquer, parce que j'ai cru comprendre que tu voulais défouler un petit peu les jambes. On va faire ça kilomètre zéro, comme ça tout le monde l'aura vu. Et derrière, kilomètre zéro, c'est terminé. Parlons un peu du Tour de France professionnel. Vous suivez ces grands champions. Vous avez un pronostic, je ne sais pas, mais pour vous, la victoire finale, c'est Pogačar, c'est Vingegaard, c'est un invité surprise. Je pense qu'il n'y aura pas d'invité surprise, que ça se passera entre les deux. Et après, j'ai eu quand même avantage Vingegaard pour l'effectif qu'il a autour de lui, où finalement, même Yates, je m'attendais au vu des 2 premières étapes qu'il a faites, je pensais que les Pyrénées il allait passer mieux que ça, même si franchement il les a bien passées, mais par rapport aux 2 autres, je pensais qu'il allait être un petit peu plus proche d'eux. Et puis la Jumbo a vraiment une armada, et on voit que finalement Wout van Aert, même s'il n'a pas gagné d'étape, il est là pour épauler des Sepp Kuss aussi. Ouais. Sepp Kuss, pour moi on n'en parle pas assez, parce que le gars il y a 2 mois il était là sur le Giro, Roglic peut lui dire merci, et là il est en train de faire pareil avec Vingegaard. Enfin, il n'a pas tout montré, mais il est assez incroyable, et du coup avantage Vingegaard. Moi j'ai une admiration pour les équipiers quand même, et le boulot qu'ils font, et le peu de mise en valeur qu'on leur donne quand même, c'est un boulot de fou. Moi je pense que si j'avais dû faire du vélo, j'aurais fini plutôt profil rouleur, le gars qui est devant et qui donne à fond jusqu'à que ça pète pour le leader, quoi. Intéressant. Et moi j'ai justement, pour répondre à la question sur le pronostic, j'ai une grande admiration pour les risques qui sont pris par ces athlètes, parce qu'on n'en parle jamais assez, mais c'est sur le dos. Voilà, avec descendre à poil à la vitesse où ils vont, et donc tout ça pour dire que je trouve que le vélo est un sport qui est aussi très indécis. En fait, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On l'a vu l'an dernier, Pogačar avait chuté dans la descente sur Argelès-Gazos. Donc voilà, ça va vite, et à tout moment, il y a tout qui peut jouer. Donc même moi, je ferme la porte à rien, parce qu'il suffit d'une chute collective, les 2 au sol, et place au 3e. Donc vraiment, je serais bien incapable de dire. Après, bien sûr, les 2 sportivement, ils ont l'air d'être un peu au-dessus, mais ça reste du sport, et c'est long, 3 semaines. Et même ne serait-ce que sur un championnat de France, comme on a vu, où les 3 de la FDJ étaient devant, et puis les 2 se sont éteints en 2 accélérations. Ça va très très vite. Donc là, on parlait du sport, du cyclisme de haut niveau, du cyclisme professionnel. Mais si on parle du cyclisme loisir, alors je sais que tous les 3, vous êtes aussi fans de gravel, d'aventure. Parlez-nous un petit peu de cette facette-là. On a découvert ça. Moi, j'ai découvert le gravel quand la marque qui m'équipe en VTT m'a proposé un vélo de gravel. Donc je suis allé en vélo de route sur les chemins. Allez, cite-les, vas-y, on sent que tu as envie de les citer depuis tout à l'heure. C'est une marque américaine, en 2 mots. C'est tout attaché, je crois. C'est attaché ? Ouais, c'est Santa Cruz, il me prête un vélo de gravel. Moi, je me suis dit, je vais mettre des pneus de route dessus, en monoplateau, en plus déjà à l'époque. Et j'arrivais à aller en stage sur route avec les copains qui avaient plutôt des vélos typés route complète. Et puis du coup profiter du matos pour aller découvrir ce que c'est du vélo de route sur les chemins. Et puis après c'est la rencontre avec notre pote qui est là-bas en face, Geoffrey, et c'est lui qui nous a emmenés sur notre premier trip gravel, donc sur plusieurs jours avec les sacoches. Donc on a découvert le vélo itinérant, en plus la pratique où on s'échappe un peu des routes, on se fait moins frôler par les voitures, on est au frais en forêt. Enfin ouais, il y a pas mal de trucs. Et puis moi ça me fait penser au vélo des années du début du siècle d'avant, quoi. Il n'y avait pas de goudron, mais on faisait du vélo déjà. Même sensation pour vous ? Ouais, alors moi il y a le côté aussi amical, c'est-à-dire que on passe toute l'année à s'entraîner dans un point de vue de performance, et puis là finalement on s'entraîne, mais avant tout c'est du partage entre amis, et c'est des moments qui sont finalement assez rares, donc je suis super content de les partager avec une bonne bande de potes. Qui plus est sur un vélo. Et puis en plus de ça, moi ça me rappelle un peu, voilà, pareil, j'ai pratiqué du cyclocross, donc il y a ce côté joueur que j'aime beaucoup, que je retrouve dans le gravel, parce que je vais pas me faire des sorties cyclocross tout seul, donc pouvoir faire ça avec les copains et découvrir des lieux aussi, c'est ça, hein,
c'est pour ça que j'aime le vélo aussi, et d'autant plus le gravel, c'est que tu découvres n'importe quel chemin d'une facilité. Sans esprit de compétition. Sans esprit de compétition, et même encore demain, mettre un dossard, mais sans avoir réellement une obligation de réussite. Le résultat. Ça fait du bien, parce qu'on en revient à l'essence même de pourquoi on fait ça, pourquoi on aime la compétition. C'est pas, oui, on veut gagner, on va être les meilleurs possibles, mais parfois, on a tellement cette obligation qu'on se met aussi de réussir, qu'on en oublie parfois le simple plaisir. Clairement. Et pour toi, Martin, le gravel? Bah ouais, le problème, c'est que si on aimait que le vélo de route, on aurait des garages qui seraient vides. Mais on aime le VTT, on aime le gravel. Et donc, combien de vélos à la maison? 4. Un peu plus. J'ai le VTT électrique aussi. Il y a pas mal de... donc de vrais passionnés. Moi, j'en ai 4 aussi. Et tout ça pour dire que ce trip en gravel, pour le coup, moi j'étais plutôt réticent au début quand ils m'ont proposé. Je me disais, ouais, encore une nouvelle invention marketing pour créer une discipline. Et en fait, j'ai bien aimé aussi le côté voyage, en fait, de la découverte, le vélo comme outil de déplacement au-delà de la performance sportive, la possibilité aussi de sortir des sentiers battus, mais en même temps de faire des kilomètres. Donc ça m'a beaucoup plu, et c'est vrai que c'est la 3e année qu'on part après la Toscane en 2021, la Catalogne en 2022 et cette année la Croatie. Donc c'est à chaque fois des beaux voyages, des beaux moments de déconnexion, des belles opportunités aussi pour reprendre l'entraînement dans un cadre un peu décontracté et sans se mettre trop de pression dès le début. Et c'est chouette. Mais voilà, puis après le VTT aussi un petit peu quand même qui prend de la place. On va parler du challenge technique aussi sur le gravel. La première année, Martin, il a failli venir avec des cales de route et des chaussures de route. Il a compris via la conversation que non, c'était mieux de venir en chaussures de VTT. Et puis cette année, on le voit, il y a Kylian Bron aussi qui vient avec nous. Et tu vois Martin qui fait du trial avec son gravel tout en carbone sur les cailloux et tout. Il a bien compris la polyvalence de la discipline, on va dire. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour tous les deux pour cette étape de demain, et plus généralement pour la suite de vos carrières cet hiver? Alors pour demain, de ne pas exploser avant le dernier col et de me faire plaisir dans la dernière montée, ça sera déjà une belle journée. Ouais, moi pour demain aussi, c'est la gestion du... Comment on appelle ça, de l'effort. Chose qu'on mange, la nourriture. L'alimentation. Ouais, parce que nous, on mange jamais en compétition. Et à l'entraînement, on en parlait tout à l'heure avec Martin, on a tendance à pas manger et plutôt à attendre d'avoir un peu faim pour manger. En fait, alors que là, il faut à cette intensité, avec cette durée, il faut manger dès le début. En fait. L'hydratation également va avoir un rôle important. Manger et avoir des glucides dans la gourde. On le rappelle, nous, c'est des efforts qui durent 30 à 40 minutes, voire aller 50 maximum. Alors, ça veut dire qu'on est sur de la micronutrition pour vous? C'est plus de la micronutrition que de la... On va dire que dans l'effort, il n'y a pas de nutrition. On est là pour... vous êtes sur votre réserve, en fait. Filières énergétiques. On est en amont, donc on a des plans sur l'amont, sur comment s'hydrater et s'alimenter en amont des courses pour être au départ dans des bonnes conditions. Et c'est sûr qu'en une demi-heure d'effort, on n'a pas le temps. En fait, le temps qu'on perdrait à s'alimenter ne serait pas bénéfique par rapport à ce qu'on gagnerait en performance. Donc le but, c'est de partir alimenter et de tenir pour ensuite se réalimenter. Le côté récup et alimentation de récup est très important aussi pour nous, comme on enchaîne un peu à l'image du cyclisme sur route, pas mal des compétitions. Ce qui veut dire que vous l'avez travaillé, vous connaissez votre plan d'alimentation pour demain, votre plan d'hydratation? Ouais, c'est cadré. Je l'ai dit, je connais pas les routes, mais dans ma tête, tout est cadré, là, je suis chaud. On va suivre ça. Et Martin, pour toi, l'actualité, c'est quoi Alors moi, l'actualité, c'est un été un peu tranquille, donc je me souhaite qu'on me klaxonne pas trop sur les routes quand je fais du vélo, parce que ça reste encore une problématique dans notre pays. Et ensuite, je suis sur un projet de spectacle à l'automne, donc une tournée en France avec un spectacle sur ma carrière à partir du 18 octobre. Il se moque. Seul en scène, du coup, je vais parler de ma carrière à partir du 18 octobre et en tournée un peu partout en France par la suite. Intéressant. Est-ce qu'il y a un dernier message que vous souhaiteriez ou quelques mots que vous souhaiteriez rajouter? Non. Tout est bon. Attaque de Pierre Roland. Eh bien, écoutez, un grand merci en tout cas pour votre temps et puis plein de bonnes choses pour votre avenir. Merci beaucoup. Merci.